dernier Ciné Relax avait tout au plus 3-4 semaines. Et il se trouve que ça fait déjà plus d'un mois et demi qu'il a été tourné. Vu que, à la base, je voulais essayer de faire un épisode tous les mois, je me suis dit que c'était le moment de tourner ce 3e épisode avec, je l'espère, une qualité sonore meilleure que durant le dernier épisode. Je n'ai plus que quelques jours à passer dans cet appartement. Ce sera donc probablement la dernière vidéo tournée ici. Dernière ou avant-dernière selon mes idées pour les prochains tournages. Donc ne t'inquiète pas, je devrais bientôt retourner dans des endroits beaucoup plus adaptés à l'ASMR et à mes micros. En attendant, on va voir ce que ça donne sur cet épisode. La petite feuille avec mes notes de visionnage. Ah oui, si tu ne connais pas mon concept de Ciné Relax, c'est une petite série où je te parle des films ou séries que j'ai vus récemment et je te donne rapidement le nom du réalisateur, des acteurs principaux et un avis assez bref. J'essaye surtout de ne pas te dévoiler le film, j'essaie de limiter les spoils, car mon but avec Ciné Relax, c'est avant tout de te détendre, évidemment, mais aussi, pourquoi pas, de te donner envie de regarder quelques-uns des éléments que j'ai pu citer. Je sais qu'on m'a plusieurs fois fait le retour de visionnages qui ont plu sur les films ou séries que j'ai pu recommander, et ça me fait toujours très plaisir. Alors, il y en a un petit peu moins que la dernière fois. La dernière fois, il y en avait 16, je crois, et là, on en a une petite dizaine. Mais c'est globalement que du très bon. Donc, tu peux sortir un stylo ou un site internet pour noter des films, car là-dedans, il y a vraiment beaucoup de choses que je recommande. Alors, on ne commence pas par mon préféré, mais un film intéressant tout de même. Il s'agit de The Neon Demon de Nicolas Winding Refn avec, alors, comme d'habitude, je ne suis pas certain de la prononciation des noms des acteurs. Il y a Hayley Fanning, Jenna Malone, Bella Heathcote et Abby Lee en actrice principale. Donc c'est un film avec principalement des actrices et non des acteurs, comme tu peux l'entendre. Nicolas Winding Refn est un réalisateur assez intéressant qui a été le plus connu, on va dire, pour son film Drive avec Ryan Gosling, qui avait eu son petit succès. Mais auparavant, il avait fait la série des Pushers, d'autres films, et depuis, il a par exemple fait Le Guerrier Silencieux, qui est très étrange. Et donc là, il revient avec The Neon Demon. Et comme souvent avec les films de Refn, je suis très mitigé, enfin plutôt assez divisé, car il y a des éléments très intéressants. Mais ce n'est pas un film que je recommanderais facilement. Pour The Neon Demon, ce qui est irréprochable,
arrive bien souvent à créer des scènes qui accrochent la rétine. Et ça, c'est encore le cas dans The Neon Demon. On sent qu'il aime l'esthétisme. Et c'est d'ailleurs assez amusant car c'est un film qui parle du monde de la pub. Donc, du monde des mannequins. Un film assez basé juste sur le paraître, sur ce côté un petit peu futile, mais en même temps, contrairement à ce qu'on pourrait attendre au début du film, il ne va jamais forcément critiquer tout cet univers, car dans le fond, Refn est un passionné d'esthétique, du beau tout simplement. On sent qu'il aime créer quelque chose de beau, et il est donc en partie intégré aussi à ce monde qu'il décrit. Et ce qu'on pourrait croire dans un premier temps comme étant une critique n'en est finalement pas tant une que ça. Et c'est d'ailleurs un petit peu, pas ce que je reproche, mais ce qui m'a un petit peu déconcerté sur ce film, c'est que le fond ne m'a pas convaincu. Visuellement, c'est très agréable. Les actrices font des prestations intéressantes. Et surtout, l'actrice principale qui vaut le coup d'œil. Elle fournit une prestation d'assez bon niveau. Mais sur le fond du film, ça semble assez creux, comme si ça n'explorait pas suffisamment. Comme si, encore une fois, c'est un problème assez récurrent, je trouve, dans ces films. Comme si sa volonté de créer un film beau surpasse le fait de créer un film cohérent et passionnant. En général, quand je regarde un de ces films, je suis accroché durant le film, car j'apprécie ce que je vois. Mais quand je sors de la séance, je n'ai pas grand-chose à en retirer. Parfois, quelques réflexions, quelque chose qui m'intrigue, mais je trouve qu'on est un petit peu trop dans l'expérience visuelle. Alors j'ai déjà beaucoup parlé pour ce premier film, mais c'est sûrement l'un des plus compliqués de la liste, car je ne peux pas le recommander à tout le monde. Il est assez sombre, assez violent, pas tout le temps, mais la violence est assez glauque, on peut le dire. Mais en même temps, il est intéressant à voir, et je pense qu'il mérite au moins qu'on essaye. Voilà. Bon. Le deuxième film, par contre, est un incontournable selon moi. Je pense que c'est mon préféré de la liste, à peu de choses près, mais quand même. Il s'agit de Mommy de Xavier Dolan, avec Anne Dorval, Antoine Olivier Pilon et Suzanne Clément.
j'avais envie de dire que Xavier Dolan était un petit prodige. Mais, comme j'en parlerai sur le prochain film, il reste à confirmer encore ce talent, qui est, lui par contre, indéniable. Xavier Dolan regorge de talent, mais il faut qu'il apprenne à le canaliser sur plusieurs films. Mais concernant Mommy, c'est une réussite totale. Il s'agit de l'histoire d'un jeune garçon, qui doit avoir 18-20 ans, je dirais, grand maximum, qui est très perturbé, avec beaucoup trop d'énergie, et donc qui a souvent tendance à devenir violent, presque bipolaire. Et il retourne vivre avec sa mère, qui doit donc essayer de s'occuper de lui et de sa vie. Je n'en dirai pas plus évidemment, mais ce que je dirais sur Mommy, c'est que le casting est formidable, que ce soit la mère, que ce soit le fils, les acteurs secondaires, on y croit. C'est un film qui se veut assez réaliste, qui veut toucher le spectateur avec une histoire simple mais émouvante, et qui pour moi y arrive totalement. Au niveau de la réalisation, elle est pour moi parfaite quasiment, car elle est sobre. Il n'y a pas de plan parfait, d'éclair lumineux au niveau du visuel. Il n'y a pas de scène où on se dit que, je ne sais pas, mais qu'on en ferait un papier peint, un fond d'écran. J'ai un petit peu de mal sur la façon de décrire, mais l'ensemble du film est impeccable sur sa réalisation. Et surtout Xavier Dolan a réussi à jouer sur le format de l'image, ce qui est assez rare. Si vous commencez à regarder le film et que vous vous dites c'est bizarre, le film est carré, on voit bien que c'est un format carré, non rectangulaire comme on a l'habitude, eh bien ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Et le film va aussi jouer sur ce point-là. Et je pense que c'est la façon de jouer sur le format la plus pertinente que j'ai pu voir, car elle apporte énormément en émotion. C'est un des films qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus ému. Et je ne pourrais que recommander ce film, même s'il est évidemment triste. Il est assez violent verbalement, parfois un peu dur, mais je pense que c'est un drame magnifique et qu'il vaut vraiment le coup d'œil. Eh bien dis donc, on en est qu'à 2 films. On continue à nouveau sur Xavier Dolan, car je vais parler de Tom à la ferme, donc de Xavier Dolan, mais aussi avec en acteur principal Xavier Dolan, ainsi que Pierre-Yves Cardinal et Lise Roy. Tom à la ferme, je crois que c'est un film qui a été fait après Mommy, si je ne me trompe pas. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit en ville, qui vient assister à l'enterrement de son ami et amant, qui a sa famille à la campagne. Et il va rester un petit peu plus longtemps
Xavier Dolan pouvait confirmer tout son talent sur un autre film. Et malheureusement, je dirais que ce n'est qu'à moitié le cas. J'ai ressenti encore une fois qu'il avait ce talent dont je parle. Il a des scènes qui sont simples mais qui accrochent totalement le spectateur. Son scénario est assez basique et c'est d'ailleurs la grande faiblesse du film. C'est que quand le film se termine, j'avais une impression de vide et un peu comme si je n'en avais pas tiré grand-chose. Comme s'il manquait vraiment tout un fond à son film. Et pourtant, lorsque je le regardais, je trouvais les acteurs plus que convaincants. Je trouvais la mise en scène, les choix de costumes, de décors, tous assez pertinents. Donc il a quand même réussi à faire un film qui se regarde bien dans l'ensemble, mais qui au final laisse une impression d'inachevé, comme si c'était vraiment très éphémère comme illusion. Je te laisse évidemment te faire ton propre avis, si jamais tu veux le regarder. Mais pour ma part, j'ai du mal à le recommander autant que Mommy. J'ai d'ailleurs mis 3 points de moins sur ma note Sens Critique. Bon, ensuite je vais passer très rapidement sur le suivant qui est de loin, de très loin, le pire de la liste. Il s'agit de Humain de Jacques-Olivier Molon. Et je n'ai même pas pris le temps de noter le nom des acteurs, même si de mémoire il y avait Laurent Deutsch. Mais je n'ai pas osé écrire les autres, car ce film est juste complètement raté. Il s'agit d'une histoire un petit peu d'horreur, en quelque sorte, car deux familles se retrouvent bloquées dans un ravin et vont devoir affronter des ennemis mystérieux. Mais je ne vais pas passer beaucoup plus de temps sur ce film car tout est raté. En fait, je l'ai regardé car on aime bien regarder, on aime bien visionner ce qu'on appelle des nanars avec quelques amis. Donc des films qui sont tellement mauvais qu'ils en deviennent drôles. Il y a des mauvais films qui sont juste inintéressants, mais certains arrivent à faire rire. Et Humain fait partie de cette catégorie. Les acteurs ne jouent pas bien, les personnages sont creux, les plans sont ratés. Bon, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans le cinéma. Ce qui peut être aussi assez utile pour tous ceux qui débutent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à en dire. Si vous voulez regarder un bon film, ne regardez pas Humain. Ensuite, l'épisode risque d'être long si je commence à en parler, mais bon, il faut bien. Je l'ai noté. J'ai regardé la série Twin Peaks de David Lynch
poste avant que David Lynch ne revienne pour faire les derniers épisodes. Je crois même qu'il n'a fait que le dernier, en dehors de ceux du début. Et c'est une série qui commence sur un concept très simple. Une jeune fille d'une petite ville très tranquille. On imagine la ville américaine presque stéréotypée, toute simple, avec son diner qu'on voit dans la moitié des films américains. Une petite bourgade près de l'eau, tout ce qu'il y a de plus banal. Et il y a donc une jeune fille qui est retrouvée morte. Et un enquêteur, alors je crois que c'est le FBI de mémoire, vient sur les lieux pour voir ce qui a bien pu se passer. Et l'enquêteur est donc incarné par Kyle MacLachlan, qui est pour moi l'acteur le plus sous-estimé que j'ai pu voir sur toute cette liste. Car au final, il n'est pas très connu. Il n'a pas eu beaucoup de rôles dans sa vie. Et pourtant, dans Twin Peaks, il porte la série sur ses épaules quasiment constamment. Il est le personnage de la série. Et pour parler justement de Twin Peaks, ça va être assez complexe. On commence donc sur un fond d'enquête policière très normal. On cherche des indices, on interroge les voisins. Il y a évidemment des intrigues amoureuses qui se cachent. La petite ville tranquille récèle. Dans un premier temps récèle et ensuite va révéler beaucoup de secrets, de trahisons, de mensonges, toute la petite panoplie. Et c'est vraiment plaisant à regarder. Le personnage principal a un charisme donc inébranlable. Il est intelligent, un peu bizarre, plus couvert d'esprit. C'est sans doute d'ailleurs ce qui détonne le plus dans ce village un petit peu, dans cette bourgade un peu à l'ancienne. C'est l'ouverture d'esprit totale de son personnage principal. Et jusqu'ici, sur la première saison, en tout cas au moins la première moitié de première saison, tout a l'air assez normal et juste une bonne série policière, on se dit. Et finalement, le mystérieux, fantastique, l'étrange va s'immiscer au sein de cette série jusqu'à en devenir une part quasiment majeure. Et c'est là où la série fait très fort, c'est que les intrigues se divisent en sous-intrigues dans tous les sens. Il y a une quantité incroyable de sous-intrigues en seulement 2 saisons, car oui, la série est assez courte. Elle a une première saison de 8 ou 10 épisodes, je crois, et une deuxième de 22. Donc c'est une série vraiment qui se termine assez rapidement. Et pourtant, elle a le temps de créer beaucoup d'histoires secondaires. Et là où j'ai été assez bluffé, c'est que je me rendais bien compte que ces intrigues étaient, pour la plupart, tout à fait inutiles. En terminant la série, je pense que
des histoires secondaires qui n'ont au final aucun intérêt et aucun impact. C'est vraiment à tour de force, car malgré ça, j'avais envie de continuer et de m'y intéresser. Et c'est là que Twin Peaks est rentré un peu dans la légende, parce que c'est une série qui combine le kitsch total, le stéréotype, le cliché. On a même des acteurs qui surjouent parfois. Il y a des choses qui pourraient être attribuées à une série B en étant gentil. Et malgré cela, la série arrive à captiver jusqu'au bout, je trouve. Et d'ailleurs, son dernier épisode a marqué beaucoup de personnes à cette époque. Et moi aussi, désormais. Et elle arrive donc à captiver, à ce qu'on y trouve beaucoup d'intérêt. J'ai regardé les 2 saisons en très peu de temps, malgré tous ses défauts. Mais c'est parce qu'elle a aussi des qualités, c'est parce que il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne. Pourtant, c'est vrai que même maintenant, quand je repense à certaines intrigues, je me demande bien comment j'ai pu m'y intéresser, me demander ce que ça allait donner. Et je pense que c'est ça la magie de Twin Peaks. C'est d'être une sitcom, presque parodiant parfois les sitcoms, mais en même temps qui leur rend hommage et qui mélange énormément de choses de façon plus ou moins réussie, mais qui arrive au final à faire un tout cohérent et qu'on adore regarder. Et je crois que c'est ça qui a donné le côté légendaire à la série. Est-ce que je la recommande ? Eh bien, c'est compliqué de la recommander, mais en même temps, j'ai envie de dire que ça vaut vraiment le coup d'œil. La première saison est excellente, la deuxième beaucoup plus creuse, mais au moins pour les premiers épisodes, je pense que ça peut se tenter. Voilà. Et une nouvelle fois, j'ai passé beaucoup trop de temps. J'espère que cette vidéo te détend, car à ce rythme, tu risques de t'endormir avant la fin. Et ensuite... Ah oui. Alors on a un film. Je n'ai pas compris le titre français, car le titre original est Nightcrawler. Donc, en quelque sorte, celui qui parcourt la nuit, un petit peu dans ce style-là. Et en français, ils ont appelé le film Night Call. Ce qui me surprend toujours, car ça ne change quasiment rien par rapport au titre anglais. Et le titre français reste de toute façon en anglais. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un film donc par Dan Gilroy, mais aussi par son frère. Donc les 2 frères Gilroy, au final, avec en acteurs principaux Jake Gyllenhaal, René Rousseau et Riz Ahmed. Tu te souviens peut-être de Jake Gyllenhaal que j'avais vanté dans l'épisode précédent pour son rôle jeune dans Donnie Darko. Et bien là, je vais de nouveau le vanter pour son rôle dans Night Call.
des accidents, qui veulent à tout prix avoir l'exclusivité et les images les plus violentes. Dès qu'un accident arrive, on parle donc de caméras qui sont au ras des corps, ce genre de choses vraiment atroces. Et c'est un sujet que j'aime beaucoup, car je trouve que les médias peuvent vraiment énormément influencer l'opinion. Évidemment, ce n'est pas une idée révolutionnaire. Beaucoup d'autres la partagent et je ne suis pas du tout le premier à l'énoncer. Mais surtout, je trouve qu'actuellement, on met plus que trop souvent en avant les faits violents, les crimes, les éléments malheureux qui peuvent arriver. Et je n'ai rien contre le fait d'en parler. Mais je trouve qu'actuellement, on tourne l'essentiel de l'information sur ça, sur la peur que ça engendre surtout. Plus on voit à longueur de journée des crimes, des explosions, des gens qui ont des accidents, plus on a peur que ça nous arrive. En tout cas, c'est le réflexe naturel quand on regarde beaucoup la télévision. Et c'est quelque chose que je trouve assez malheureux. Car il suffit de changer le programme, de donner une part plus importante à l'éducation, au divertissement, équilibrer davantage les informations dédiées au crime avec les informations d'autres genres. Et je pense qu'on aurait un climat beaucoup moins craintif qu'actuellement. Et ce film est pour moi le meilleur que j'ai pu voir pour ce sujet, car Jake Gyllenhaal est un voleur, un manipulateur qui se découvre une passion, dans le journalisme de ce genre de faits divers et qui va être prêt à tout pour avoir les meilleures images et quitte à perdre totalement tout sens de morale et de justice. Je ne peux pas trop en dévoiler, évidemment, mais je peux te dire que la performance de l'acteur principal est assez bluffante, que la réalisation est, et c'est là où je la trouve très intéressante, elle est très efficace. Le personnage principal est froid, manipulateur, il calcule énormément. Et la réalisation est un peu dans ce style. Elle ne te dit pas ce qu'il faut penser. Elle n'essaie pas de surjouer sur les sentiments. La réalisation est aussi assez froide. On a l'impression qu'elle est presque comme les images que filme le personnage principal. Elle montre juste. Elle montre ce qui se passe, elle observe le personnage. Mais pourtant, c'est bien filmé. Les plans sont bons, c'est fluide. Mais on ressent vraiment ce côté calculé, froid. Et pour moi, c'est un gros point fort du film, d'avoir su
les secondaires, j'ai le doute. En tout cas, l'un des deux personnages principaux avait eu l'Oscar. Et c'est un film qui parle d'Amadeus, donc de Mozart. Ce n'est pas un film purement biographique. Il n'est pas 100% exact sur les faits, car il s'appuie sur une pièce de théâtre qui elle-même avait pris des libertés par rapport à la réalité, par rapport à ce qu'on sait de la vie de Mozart. Donc dans le film, il y a plusieurs passages qui ne sont probablement jamais arrivés en vrai, ou qui ne sont tout simplement pas arrivés. Mais dans l'ensemble, la personnalité de Mozart et la plupart des faits, on va dire, sont normalement conformes à ce qui s'est passé. Et là, on parle d'un film qui est évidemment magistral au niveau de sa bande-son, vu qu'on écoute du Mozart pendant près de 3 heures de film. Et pour ma part, en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et pour l'occasion de la pièce de théâtre et du film, il y a une rivalité entre Mozart et un autre compositeur italien de la même époque qui, lui, a totalement disparu, alors que, à l'époque, il avait eu beaucoup plus de succès que Mozart. Alors, la différence étant que dans le film, il y a donc rivalité, alors qu'en vrai, il est très peu probable que cela ait été le cas. Et l'acteur principal qui joue donc ce personnage du rival est assez bluffant. Il s'agit donc de F. Murray Abraham, qui a mérité totalement son Oscar, même si je trouve que l'interprétation de Mozart par Tom Hulce est elle aussi une grande réussite. Et là, c'est une recommandation assez facile une nouvelle fois, même si le film dure quand même 3 heures, donc il faut en avoir conscience. Et il faut aimer la musique classique, sinon ce n'est même pas la peine, je pense. Mais sinon, le casting est idéal, la réalisation impeccable, et l'histoire, pour ma part, ça me captive de voir comment a pu évoluer ce prodige et comment ça s'est terminé malheureusement pour lui.
c'est un film que je recommande sans problème. Il se regarde facilement, il est vraiment agréable à suivre. Mais pour autant, je lui ai trouvé quelques défauts. Et surtout, pour moi, le fait qu'il ne me semble pas original du tout. Peut-être parce que j'ai déjà vu d'autres films avec De Niro, d'autres films de Scorsese, je ne sais pas. Mais je n'ai pas été surpris sur quasiment tout le film, qui dure lui aussi, je crois d'ailleurs, quasiment 3 heures. Et même si j'ai apprécié de le voir, même si les acteurs sont évidemment excellents, dans l'ensemble en fait, il y a beaucoup de qualités et c'est dur de dire du mal de Casino, mais il ne m'a pas laissé un souvenir inoubliable. Pour moi, je l'ai ressenti comme un bon film et pas un chef-d'œuvre. Après, il y a un film qui au contraire, lui, m'a laissé un souvenir plus mémorable, car j'ai regardé de nouveau Lord of War de Andrew Niccol avec Nicolas Cage, Bridget Moynahan et Jared Leto. Je l'avais vu il y a très longtemps et je n'en avais quasiment aucun souvenir, ce qui fait que j'ai voulu avoir une nouvelle séance pour me faire un avis plus récent. Et en plus, depuis la dernière fois, j'ai regardé beaucoup de films, de séries, et je pense avoir un regard désormais assez différent de l'époque. Et j'ai vraiment bien fait de lui donner, pas une autre chance, mais de tenter une nouvelle fois de me faire un avis dessus. Car c'est un film qui est, pour moi, une grande réussite. Il s'agit de l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, d'un trafiquant d'armes. Et c'est à peu près tout ce que je vais pouvoir en dire. Pas qu'il y ait des rebondissements incroyables, mais le fond de l'histoire est vraiment basé sur le fait que Nicolas Cage est un trafiquant d'armes, avec Jared Leto qui joue son frère. Et là où le film est réussi, c'est sur le fait qu'il arrive à avoir un regard assez neutre dans l'ensemble. Encore une fois, un peu comme pour Night Call, la caméra et la réalisation ne donnent pas l'impression d'orienter le spectateur dans une direction ou dans une autre. Ce sont des réalisations que j'aime qualifier d'assez neutres, qui regardent et qui montrent des situations, mais qui laissent ensuite le spectateur se faire son idée. Et ça joue beaucoup sur le sens moral inné de chacun. Et ça, c'est en général des réalisations qui me plaisent. Je n'aime pas trop que le film me dicte ce que je dois penser et ressentir. J'aime bien avoir plus de liberté, et Lord of War en propose. Même si il est quand même au final assez difficile d'aller dans le sens du trafiquant d'armes, bien entendu. Mais ça, c'est, je pense, une évidence pour beaucoup de personnes. Et je le recommande tout simplement car il a un regard donc assez neutre mais cynique sur cet univers assez effroyable. Les acteurs sont bien choisis. Nicolas Cage, qui aura joué
joué dans la moitié des films de la planète. Et oui, il est vraiment très bon pour ce rôle. Et pour moi, la réalisation et la façon dont ça a été filmé, les plans sont tous d'excellente qualité. Il y a d'ailleurs le plan d'introduction qui est un plan séquence qui est assez mémorable. Et je ne peux que recommander le film. Et si jamais tu n'as pas envie de le voir, essaye de trouver au moins sur YouTube l'introduction, le générique du film, car je trouve que ça vaut vraiment le coup d'œil et ça donne le ton en un instant. Et enfin, je vais terminer par une série que j'avais fini de regarder il y a seulement 1 heure ou 2. C'est la série événement du moment par Netflix. Il s'agit de Stranger Things, qui est donc par les frères Duffer, Matt et Ross Duffer, avec Winona Ryder, David Harbour et Finn Wolfhard en tant qu'acteurs et actrices principaux. Et j'en ai beaucoup entendu parler, avec beaucoup de superlatifs pour la décrire. Et comme c'est une série qui ne dure que 8 épisodes pour l'instant, et que ça avait l'air assez intéressant au niveau du pitch, eh bien je me suis lancé en début de semaine, et je l'ai donc déjà terminé. Et encore j'ai pris mon temps. On parle donc d'un petit... C'est d'ailleurs assez drôle quand j'y pense, car le scénario de départ se rapproche un peu de celui de Twin Peaks, car on est une nouvelle fois dans une petite bourgade américaine, très simple, avec un diner, avec son shérif un peu feignant. Encore une fois, un peu la même situation de départ. Et un enfant qui jouait avec ses amis va disparaître très mystérieusement. Donc on est un petit peu sur du Twin Peaks. Sauf que là, au début de Twin Peaks, la fille était retrouvée et c'était ça qui lançait l'enquête. Là, on ne sait pas où est-ce qu'il a disparu. Je ne peux vraiment pas dévoiler davantage du scénario, car c'est une série qui se base beaucoup dessus. Par contre, je peux te recommander la série sans sourciller. Si tu aimes les séries de science-fiction et que tu n'as pas peur des séries qui comportent un petit peu d'horreur, il y a quelques éléments, quelques passages vraiment angoissants et assez effrayants. Si on n'est pas en tout cas habitué, je pense que ça peut gêner. Pour ma part, ça ne me dérange pas et j'ai beaucoup apprécié. Mais sinon, je la recommande car elle est réussie sur quasiment tous les points. Le casting est idéal. Je ferai une mention spéciale pour le choix des acteurs et actrices, des enfants, car il s'agit d'enfants qui ont environ une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus. Ouais, au maximum 12-14 ans. Et je trouve qu'ils sont tous excellents. Les acteurs sont convaincants, ils ne sont jamais énervants parce que ce sont des enfants, ce qui peut arriver malheureusement dans beaucoup de films ou séries. On a tous déjà connu le syndrome du gosse insupportable.
Mais là, ce n'est jamais le cas. Ils sont intelligents, mais ils restent des enfants. Et je n'ai vraiment rien à redire sur leur performance. Donc, un grand bravo à eux. Et je pense que certains sont promis à de belles carrières s'ils continuent. Pareil, évidemment, pour les autres acteurs et actrices, dont Winona Ryder qui joue la corde sensible et qui y arrive la plupart du temps. Mais surtout le shérif, dont je pense que ça doit être David Harbour, qui n'est pas connu du tout, mais qui au final est un des personnages les plus attachants et qui mériterait d'avoir des rôles plus intéressants par la suite. Enfin, des rôles tout aussi intéressants que celui dans la série. Et sinon, c'est une série qui est un mélange. Et d'ailleurs, c'est assez amusant car quand je l'ai visionné, j'ai pensé à E.T. de Spielberg et même en général au style de Spielberg, mais aussi à Stephen King pour le côté épouvante, horreur et même l'écriture en général. Et j'ai donc été assez surpris de voir que les créateurs se disaient inspirés de E.T. et de Spielberg en général, ainsi que de Stephen King. Comme quoi l'impression était la bonne. Car en effet, on a de la science-fiction bien filmée, très bien filmée même. J'avais vu un commentaire sur Twitter qui disait Stranger Things nous rappelle qu'on n'arrive plus à faire aussi beau au cinéma. Et dans un sens, j'ai trouvé ça pas totalement faux, car dans ce style de film, enfin dans ce style de série, je n'ai pas souvenir d'un film aussi bon et aussi bien filmé et aussi intéressant au niveau de ses lumières. Dans l'ensemble, oui, c'est une série qui est un film pour moi de 8 épisodes. Ce qui est en général bon signe, car on a une sensation de qualité de bout en bout. Je n'ai pas eu l'impression, je n'ai pas ressenti de passage où je me disais que le manque de moyens d'une série se ressentait et compensé par des petits passages à vide ou des intrigues inutiles. Il y en a peut-être un petit peu. Je ne suis pas totalement objectif vu que je viens de terminer. Mais dans l'ensemble, pour moi c'est un film de 8 épisodes. Avec donc des acteurs et actrices parfaits, une mise en scène, des lumières, toute la réalisation est parfaitement soignée. Et une histoire en plus qui accroche le spectateur et qui donne envie de toujours en voir plus, qui laisse d'ailleurs un petit peu sur sa faim presque. Et je n'ai pas grand chose à dire contre la série, car si on aime la science-fiction, si on aime les univers de Spielberg et de Stephen King, c'est la série idéale pour toi. Voilà. Et là je réalise que j'ai réussi à faire plus long que lors du dernier épisode, qui avait pourtant 6 films de plus. Hop. Du coup, j'espère que tu as tout de même apprécié la vidéo, que le son a été cette fois de qualité. J'ai vraiment hâte de retourner tourner
environnement plus adapté. Et dans tous les cas, je te souhaite une bonne nuit ou une bonne journée. Et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles vidéos qui arriveront probablement très prochainement. Je te remercie et à bientôt. Au revoir. L'oublier est injouable. Il y a beaucoup de mages en arène qui font juste le ping comme on dit, donc lancer le pouvoir héroïque dessus. Le seigneur est difficile à placer. Par contre, j'aime beaucoup l'élémentaire de givre. Certes, ces statistiques ne sont pas exceptionnelles.